vous avez oublié une vérité essentielle, je ne pardonne pas les sorcières stupides. Si jamais vous surprenez votre conjoint en train de dire « c'est un homme bien, il manque juste d'ambition », changez immédiatement les serrures. Faites confiance à mon jugement sur cette question. Je m'appelle Chris Dalton, j'ai 39 ans, et j'ai tiré cette sagesse d'une expérience pénible, lorsque ma femme a décidé de m'échanger contre un modèle plus récent, doté d'un portefeuille financier considérablement plus important. Permettez-moi de décrire mon existence avant sa descente dans le chaos. Je travaille comme consultant en sécurité informatique à Cleveland, dans l'Ohio. Ce n'est rien d'extravagant, mais j'excelle dans mon métier. Je protège les réseaux d'entreprises contre les intrusions numériques malveillantes et j'en tire un revenu respectable. Ma femme, Fiona, 36 ans et gravissant les échelons de l'entreprise avec une célérité fervente, était employée par Meridian Financial Group, dans le centre-ville. Elle avait consacré 5 ans à l'organisation, commençant comme analyste junior et progressant progressivement jusqu'au poste de cadre supérieur. Rétrospectivement, les signes avant-coureurs étaient évidents. Les soirées tardives qui se transformaient progressivement en soirées encore plus tardives. Les événements de réseautage qui se déroulaient 3 fois par semaine. La douche rituelle immédiatement après son arrivée à la maison, comme pour effacer des preuves incriminantes. L'acquisition de nouvelles tenues et de parfums coûteux. Les regards furtifs sur son téléphone portable, accompagnés de sourires provoqués par des messages qu'elle me cachait délibérément. Cependant, le coup de grâce est tombé un mardi soir de septembre. J'étais en train de préparer le dîner lorsque j'ai entendu des voix provenant de notre jardin. Fiona présidait son club de lecture mensuel, bien que je soupçonnais que leur discussion tournait davantage autour de commérages salaces que d'analyse littéraire. J'étais en train d'apporter une carafe de thé glacé à l'extérieur lorsque j'ai entendu la voix de Tasha Morrison traverser la porte moustiquaire. Alors, quand est-ce que Fay a enfin l'intention de se débarrasser de Chris au profit de son époux de travail, demanda Tasha, son ton imprégné de cette sorte d'exaltation malveillante particulière qui accompagne la diffusion de rumeurs juteuses. Kim Patterson, récemment divorcée et manifestement impatiente de voir d'autres personnes rejoindre sa communauté de misère, gloussa. Si Bryce Caraway me faisait la cour, je ne perdrais pas une minute de plus avec un homme qui fréquente encore Walmart. Je me suis figé dans l'encadrement de la porte, carafe à la main, les glaçons produisant un léger cliquetis. Bryce est riche, continua Tasha. Richesse héritée, relations influentes, cette résidence palatiale à Shaker Heights. De plus, il est éperdument amoureux de Fay. Avez-vous vu la façon dont il la regardait lors de la retraite de l'entreprise? Et puis, il est marié, ajouta Kim avec un rire. Rien n'est plus exaltant qu'un homme prêt à tout risquer pour vous. Mon sang s'est figé en eau glacée. Bryce Caraway était le supérieur de Fiona, un bénéficiaire de fiducie de 44 ans qui avait hérité de son poste chez Meridian, ainsi que d'un manoir et d'un sens exagéré de sa propre importance. Je l'avais rencontré précisément 2 fois, les 2 fois lors de rassemblements d'entreprises où il m'avait regardé comme si j'étais une tache disgracieuse collée à ses chaussures. Le malheureux imbécile n'en a absolument aucune idée, remarqua Tasha, et je pouvais discerner la satisfaction insensible dans son intonation. Fay affirme qu'ils persistent dans l'illusion qu'ils sont mariés et heureux. Pendant ce temps, elle élabore sa stratégie de sortie depuis des mois. J'ai silencieusement déposé la carafe sur le comptoir de la cuisine et me suis rendu dans mon bureau à domicile. Mes mains tremblaient lorsque j'ai déverrouillé mon classeur et récupéré nos documents matrimoniaux. Plus précisément, le contrat de mariage que mon père, excessivement prudent, avait insisté pour que je signe avant d'épouser Fiona. Papa avait été avocat spécialisé dans les divorces pendant 30 ans avant son décès, et il avait été témoin de suffisamment d'échecs matrimoniaux pour comprendre que l'amour ne triomphe pas toujours de tout. Fils, m'avait-il dit, espère le résultat le plus favorable, mais prépare-toi au plus défavorable, et assure-toi qu'il y ait des répercussions pour une conduite répréhensible. J'avais initialement jugé qu'il était excessivement appréhensif. Fiona avait signé le contrat de mariage sans trop d'hésitation, en supposant probablement qu'il s'agissait simplement de formalités administratives standards. Ce qu'elle n'avait pas pris la peine d'examiner, c'était la section 12C, que papa avait désignée comme la clause de compensation. En termes simples, si l'un des conjoints engageait une procédure de divorce pour cause d'infidélité, la partie adultère serait tenue de verser à l'autre 5 ans de pension alimentaire, en plus d'une pénalité de $50 000 pour rupture de contrat de mariage. Papa était particulièrement fier de cette clause, la qualifiant de son « option nucléaire » pour les conjoints infidèles. Je suis resté assis dans mon bureau, examinant méticuleusement le document à 3 reprises pour m'assurer de sa compréhension. Suite à cela, j'ai éclaté de rire.
Non pas un rire joyeux, mais plutôt une sorte de rire aigre et ironique qui se manifeste lorsqu'on réalise que l'univers possède un sens de l'humour tordu. Mon appareil mobile a émis une notification vibrante. Un message texte de Fiona. Le club de lecture est en retard? J'ai répondu. Ne m'attends pas. J'ai répondu par texto, pas de problème. Prends ton temps. Le lendemain matin, Fiona est partie travailler prématurément, prétextant une présentation critique imminente. J'ai attendu patiemment que sa voiture disparaisse au coin de la rue, puis j'ai contacté mon frère Dave. Il est détective de police à Cleveland, un ancien combattant comme moi, et la seule personne en qui j'ai une confiance inébranlable. Dave, j'ai besoin d'un service, ai-je déclaré dès qu'il a répondu. Qu'est-ce qui se passe, petit frère? J'ai besoin que tu fasses une enquête sur les antécédents de quelqu'un. Bryce Carraway. Il travaille chez Meridian Financial. Il y eut une brève pause. Est-ce que ça concerne fait? Potentiellement. Peux-tu faire ça discrètement? Laisse-moi quelques heures. Pendant que j'attendais sa réponse, j'ai mené ma propre enquête. Fiona avait par inadvertance laissé sa tablette de travail à la maison, et son mot de passe s'est avéré embarrassant à déchiffrer. En quelques instants, je consultais des mois d'échanges de messages textes entre elle et Bryce. Les messages ont commencé de manière suffisamment professionnelle, mais en juin, ils avaient pris un ton plus personnel. En juillet, ils discutaient des réservations d'hôtels et des excursions de fin de semaine. En août, ils complotaient ma disparition. Tu dois mettre fin à ta relation avec lui immédiatement, disait un message de Bryce. Mon avocat en divorce m'informe que plus nous tardons, plus cette situation deviendra compliquée. La réponse de Fiona a provoqué des nausées. Je suis au courant, mon chéri. J'ai juste besoin d'identifier le moment opportun. Peut-être après son anniversaire. Je ne veux pas paraître totalement dépourvu de compassion. Mon anniversaire avait eu lieu il y a 3 semaines. Apparemment, j'avais obtenu une brève prolongation de temps grâce au remords de ma femme. Le message le plus récent datait d'hier. Tu mets fin à ta relation avec lui ce week-end, n'est-ce pas? J'ai déjà versé un acompte sur ce condo que nous avons visité. Nous pouvons commencer notre existence authentique ensemble. Fiona avait répondu avec un emoji cœur. Dave a rappelé vers midi. Ton ami Bryce est tout un personnage, a-t-il fait remarquer. 2 arrestations pour conduite en état d'ébriété, toutes 2 effacées grâce aux relations influentes de son père. 3 plaintes pour inconduite sexuelle au travail, toutes réglées à l'amiable. Et écoute ça, il est marié à la même femme depuis 15 ans. Sylvia Carraway elle-même est issue d'une lignée fortunée. Par conséquent, il ne demandera pas le divorce. Pas selon les registres publics. En fait, ils ont récemment acquis une nouvelle résidence ensemble il y a 6 mois. J'ai exprimé ma gratitude à Dave et j'ai mis fin à l'appel, les éléments constitutifs du puzzle se rejoignant pour former un ensemble cohérent. Bryce manipulait les 2 femmes, promettant à Fiona un avenir tout en préservant sa riche femme comme sauvegarde. C'était presque admirable dans sa malveillance calculée. Ce soir-là, Fiona est rentrée à la maison avec des plats à emporter de notre restaurant préféré et une bouteille de vin de qualité supérieure. Elle faisait preuve d'une affection inhabituelle, touchant mon bras pendant la conversation et réagissant favorablement à mes tentatives d'humour. Je reconnaissais maintenant ce que c'était, une compensation pleine de remords. Chris, mon chéri, dit-elle alors que nous terminions notre repas. J'ai réfléchi à notre relation récemment. Ça y est, pensais-je. Ah, vraiment? Je crois que nous devons avoir une discussion sérieuse concernant notre avenir. J'ai pris une gorgée de vin et je l'ai regardée de l'autre côté de la table. Elle était indéniablement belle. Je devais l'admettre, des cheveux blonds mi-longs, des yeux verts, le genre de sourire qui m'avait captivé il y a 8 ans. Malheureusement, je regardais maintenant une étrangère. Quel genre de conversation, ai-je demandé. Elle a inspiré profondément. Je crois que nous sommes tous les 2 conscients du fait que les choses vont mal entre nous depuis un certain temps. Nous avons divergé, désirant des objectifs différents. On m'a présenté des opportunités remarquables au travail, et je dois me concentrer sur ma carrière pour le moment. Des opportunités impliquant Bryce Carraway. La couleur a déserté son visage. Quoi? Ton superviseur, Bryce. La personne avec qui tu entretiens une relation extra-conjugale depuis les 4 derniers mois. La bouche de Fiona s'ouvrait et se fermait spasmodiquement, ressemblant à un poisson privé d'eau. Ensuite, son expression s'est durcie.
Je ne sais pas ce que tu crois savoir, mais je suis au courant des hôtels. Je suis au courant des excursions de fin de semaine. Je suis informé du condo qu'il t'achète. J'ai sorti mon appareil mobile et je lui ai présenté des captures d'écran de leurs messages textes. Je suis également conscient qu'il n'est pas réellement en train de demander le divorce, en dépit de ce qu'il vous a laissé entendre. Elle fixa l'appareil, son visage passant par un cycle de choc, de colère, et finalement, de résignation. Depuis combien de temps le savez-vous? Assez longtemps. Chris, je peux t'expliquer. Aucune explication n'est requise. J'apprécie sincèrement l'honnêteté. Ou plutôt, l'honnêteté forcée. Je me levai et me dirigeai vers mon bureau, pour revenir avec le contrat de mariage. Je vous recommande de relire la section 12 et une fois de plus. Elle accepta le document avec des mains tremblantes, ses yeux parcourant la page. J'observai la compréhension apparaître sur ses traits. 50 000 $, murmura-t-elle. En plus de 5 ans de pension alimentaire, calculée à votre niveau de salaire actuel. D'après mes calculs, cela représente environ 300 000 $ au total. Chris, tu ne peux pas être sérieux. Nous pouvons résoudre cela à l'amiable. En réalité, je crois que c'est la résolution optimale. Vous obtenez votre liberté pour être avec Bryce, et je reçois une compensation pour le désagrément d'avoir été trahi par ma femme. Elle se leva brusquement, renversant involontairement son verre de vin. Le liquide rouge dégoulina sur la nappe blanche, ressemblant à du sang. C'est absurde. Aucun tribunal ne validerait cela. Voudriez-vous parier là-dessus? Papa rédigeait des contrats impénétrables, et vous l'avez signé volontairement. De plus, je possède des preuves irréfutables de votre liaison, documentées depuis des mois. Je lui souris. Je pouvais voir que mon expression la déconcertait. Mais soyez assurés, je suis certain que Bryce sera disposé à participer au paiement. Après tout, il acquiert ce qu'il désirait. Fiona sortit en trompe de la salle à manger, et je l'entendis avoir une conversation téléphonique dans la chambre, sa voix fluctuant en chuchotements urgents. 1 heure plus tard, elle descendit l'escalier avec une valise. Je loge chez Kim ce soir, déclara-t-elle. Nous délibérons sur cette affaire une fois que vous aurez retrouvé votre calme. Je suis parfaitement calme. En fait, je n'ai pas été aussi calme depuis des mois. Elle hésita sur le seuil. Tu sais, Chris, peut-être que c'est pour le mieux. Tu es un homme honorable, mais tu manques d'ambition. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse égaler mon dynamisme. Et j'ai besoin de quelqu'un qui ne noue pas de relations extra-conjugales avec son supérieur. C'est curieux de voir comment les circonstances se déroulent. Après son départ, je me versai une dose de scotch et me suis installé dans mon salon, contemplant la résidence que nous avions acquise ensemble 3 ans auparavant. C'était une demeure agréable. Rien d'extravagant, mais confortable. Un véritable foyer. Ou, du moins, ça l'avait été. Mon appareil cellulaire sonna, rompant le silence. Dave avait appris, par des voies détournées, que Fiona s'était renseignée, disait-il, en posant des questions sur la procédure de contestation des contrats de mariage. Qu'elle se renseigne. Père savait précisément ce qu'il faisait. Tu vas bien, mon frère? J'ai médité sur cette question pendant un bref instant. Allais-je, en fait, bien? Ma conjointe avait été infidèle, m'avait trompé, et complotait de m'abandonner pour un homme déjà marié, qui la trompait probablement aussi. En toute logique, j'aurais dû être dévasté, au lieu de cela, j'ai éprouvé une sensation que je n'avais pas rencontrée depuis des mois. Du soulagement. Oui, Dave, je crois que je vais parfaitement bien. 3 jours après cette conversation, Fiona téléphona pour organiser un rendez-vous. Elle exprima le désir de discuter de notre situation d'une manière mature. Le lieu qu'elle avait choisi était intrigant, chez Laurent, le restaurant le plus opulent de Cleveland et l'endroit même où nous avions célébré notre premier anniversaire. Je suis arrivé 15 minutes à l'avance et fus stupéfait de découvrir le salon privé rempli de gens. La mère de Fiona, Margaret, était présente, naturellement, apparaissant comme si elle venait de sortir d'un catalogue de country club. Tasha et Kim la flanquaient, ressemblant à des choristes. Cependant, la vraie surprise résidait dans l'observation de Bryce Carraway assis à la tête de la table, agissant comme s'il possédait l'établissement. Chris. Fiona se leva alors que j'entrai, son sourire radieux mais insincère. Merci d'être venu. J'ai cru qu'il serait bénéfique d'avoir nos familles et nos amis présents pour cette conversation. J'ai examiné la pièce,
faisant le point sur la situation. Margaret me fit le même regard désapprobateur qu'elle avait perfectionné pendant 8 ans de mariage. Tasha et Kim échangeaient des chuchotements derrière leur menu. Bryce me scruta avec un mépris non dissimulé, anticipant évidemment ma capitulation sous la contrainte. Une liste d'invités intéressante, remarquai-je, occupant le siège vacant en face de Fiona. Bien que j'observe que ma famille n'a pas reçu d'invitation. Nous souhaitions maintenir une réunion intime, rétorqua Margaret, la condescendance dégoulinant de sa voix. Uniquement la famille. Et la famille de Bryce, comment, précisément? Un silence s'abattit sur la table. Bryce s'éclaircit la gorge. Je suis ici en tant qu'ami de Fiona et en tant que personne qui se soucie de son avenir. Quelle délicatesse. Votre femme sait-elle que vous êtes ici? Son visage se colora d'un rouge cramoisi. Ma vie personnelle ne vous regarde pas. Curieusement, j'ai le même sentiment concernant la mienne. Fiona intervint rapidement. Chris, j'ai invité tout le monde ici parce que je voulais être totalement transparente sur ma position. J'ai pris des décisions difficiles et je souhaitais que les personnes qui comptent pour moi comprennent. Elle se leva et je compris qu'elle avait orchestré ce moment avec une méticulosité extrême. L'éclairage, l'assistance, la mise en scène dramatique. Tout était calculé pour un impact maximal. Je demande le divorce, annonça-t-elle. J'ai essayé de faire fonctionner mon mariage, mais je ne peux plus supporter de vivre un mensonge. J'ai trouvé quelqu'un qui partage mes ambitions, mes rêves, ma vision de l'avenir. Quelqu'un qui comprend mes besoins. Elle fixa Bryce, qui sourit avec suffisance. Margaret tamponnait ses yeux avec une serviette, jouant son rôle à la perfection. Tasha, en fait, sortit son téléphone portable et commença à enregistrer. Je comprends que ce soit difficile, continua Fiona, mais j'espère que Chris fera preuve de maturité dans cette affaire et facilitera le processus autant que possible pour toutes les parties concernées. La pièce devint silencieuse, tous les regards fixés sur moi. Ils s'attendaient à des larmes, de la colère, des supplications désespérées. Au lieu de cela, j'éclatai de rire. C'est tout, demandai-je, en riant encore. C'est ça, ta grande annonce, fait? Chérie, tu aurais pu simplement m'envoyer un SMS. L'expression assurée de Fiona vacilla. Chris, c'est sérieux. Oh, je sais que ça l'est. Très sérieux. Coûteux, aussi. Je pris mon téléphone et ouvris l'application calculatrice. Voyons voir, 5 ans de pension alimentaire à ton salaire actuel. Report 1, plus les 50 000 $ de pénalité, cela fait environ 320 000 $. Margaret eut un hoquet audible. De quoi parle-t-il? De l'accord prénuptial, expliquai-je joyeusement. Section 12C, la clause de compensation. Fait me doit une somme assez substantielle pour avoir entamé une procédure de divorce en raison de son infidélité. Bryce se pencha en avant, curieux. C'est absurde. Aucun tribunal n'appliquerait une telle stipulation. En fait, si. Vous voyez, mon père était avocat spécialisé dans les divorces, et il a rédigé cet accord prénuptial spécifiquement pour dissuader ce scénario précis. Il est parfaitement légal et inattaquable. Je tournai mon regard vers Fiona, dont le visage était devenu pâle. Tu as bien lu l'intégralité du document avant de le signer, n'est-ce pas? Chris, tu es déraisonnable, intervint Margaret. Fiona a trouvé le bonheur. Tu ne veux sûrement pas faire obstacle à son chemin. Je ne fais obstacle à rien. J'anticipe simplement une compensation pour la trahison de ma femme. Considérez cela comme des frais de rupture de contrat. Tasha baissa son téléphone. Ça devient bizarre. Ça va devenir plus bizarre, affirmai-je, en sortant un dossier que j'avais apporté avec moi. Vous voyez, j'ai mené quelques recherches sur l'amant de ma future ex-femme ici présent. L'attitude suffisante de Bryce disparut. Quel genre de recherche? Le genre qui révèle que tu ne vas pas vraiment divorcer. En fait, toi et Sylvia venez de renouveler votre adhésion au country club pour 5 ans de plus. Difficilement les actions d'un homme qui envisage de quitter sa femme. J'ouvris le dossier et distribuai des documents imprimés, des relevés bancaires, des reçus d'hôtel, des factures de cartes de crédit. Toutes les preuves que j'avais accumulées de leur liaison. Saviez-vous, continuai-je d'un ton badin, que Bryce ici a imputé vos frais d'hébergement à l'hôtel à la carte de crédit de son entreprise? C'est techniquement un détournement de fonds, étant donné que Meridian Financial maintient des politiques strictes concernant l'utilisation personnelle des fonds de l'entreprise.
Fiona regarda Bryce avec perplexité. Tu avais dit que tu gérais les dépenses. Je les gérais, répondit-il précipitamment. Ce n'est qu'un malentendu. Un malentendu qui pourrait te coûter ton poste, soulignai-je. Surtout quand les ressources humaines découvriront que tu couches avec une subordonnée. C'est une violation de la politique de l'entreprise, n'est-ce pas non plus? La pièce était devenue complètement silencieuse. Margaret semblait sur le point de s'évanouir. Kim fixait intensément les documents dispersés sur la table. Tasha avait repris l'enregistrement, mais elle semblait maintenant plus absorbée par l'idée de capturer le malaise de Bryce que l'annonce de Fiona. « Que veux-tu » demanda Bryce à voix basse. « Rien de toi » répondis-je. « Tu ne me concernes pas. Ma préoccupation, c'est ma femme, qui me doit 320 000 $ pour avoir violé son contrat de mariage. » Fiona retrouva enfin sa voix. « Chris, s'il te plaît. Nous pouvons régler ça à l'amiable. Il n'est pas nécessaire de faire appel à des avocats et aux tribunaux. En fait, si, c'est nécessaire. Voyez-vous, j'ai déjà déposé une réponse à votre requête en divorce, y compris une demande reconventionnelle pour rupture de contrat. Mon avocat affirme que c'est l'un des dossiers les plus solides qu'il ait jamais vu. Je me suis levé et redressé ma veste. Mais bon, ne me laissez pas gâcher votre fête. Profitez de votre dîner. Je suis certain que Bryce peut se permettre de payer l'addition. Au moins jusqu'à ce que son épouse soit au courant de ses activités extrascolaires. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai entendu la voix de Margaret derrière moi. Fiona, de quoi parle-t-il? Quel contrat de mariage? Je me suis arrêté sur le seuil et j'ai jeté un coup d'œil à la table. Fiona fixait Bryce, qui examinait ses mains. Tasha et Kim chuchotaient furieusement. Margaret semblait être victime d'une attaque. Oh, et Bryce, ai-je ajouté, tu devrais peut-être contacter ton avocat. Quelque chose me dit que tu vas en avoir besoin. Je suis parti, les laissant là, se disputant sur un ton de plus en plus véhément. Alors que je traversais la salle à manger principale du restaurant, j'ai pu distinguer la voix de Fiona s'élevant au-dessus des autres. Tu as dit que tu allais divorcer. Le voiturier a ramené ma voiture, et je lui ai donné un pourboire de 20 $. C'était gratifiant d'être généreux. Après tout, j'étais sur le point d'acquérir une somme d'argent considérable. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je n'ai quitté le parking. D'abord Fiona, puis Margaret, puis Kim. Je les ai laissées toutes aller à la messagerie vocale. Quoi qu'elles aient à dire, elles pouvaient le dire à mon avocat. Dave a appelé alors que je me garais dans mon allée. Comment ça s'est passé? Mieux que prévu. Elle croyait me tendre une embuscade, mais il s'avère que c'est moi qui avais l'artillerie lourde. As-tu besoin que je passe, pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème? Non, ça va. Tu devrais peut-être surveiller les appels pour troubles à l'ordre public en provenance du chez Laurent. La situation devenait assez tendue quand je suis parti. J'ai raccroché et suis entré dans la maison, me versant un scotch et m'installant dans mon fauteuil préféré. La maison était différente maintenant. Pas vide, mais tranquille. Comme si un fardeau avait été levé. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Fiona. Il faut qu'on parle. Ça n'a pas à être désagréable, ai-je répondu par SMS. Tu as raison. Ça n'a pas à être désagréable. Ça va être cher, par contre. Elle n'a pas répondu. Cependant, 20 minutes plus tard, j'ai entendu une voiture se garer dans mon allée. Par la fenêtre, j'ai vu Fiona descendre de sa BMW, suivie de Bryce. Ils sont restés sur mon porche pendant une minute entière avant que Fiona n'active enfin la sonnette. J'ai ouvert la porte et me suis appuyé contre le cadre. De retour si vite? Comment était le dîner? Chris, il faut qu'on parle, a déclaré Fiona. Pouvons-nous entrer? Nous. Bryce s'est avancé. Écoute, je crois qu'il y a eu un malentendu. Nous sommes tous des adultes ici. Nous pouvons sûrement régler ça à l'amiable. Je l'ai regardé pendant un long moment. Tu sais quoi, Bryce? Tu as tout à fait raison. Nous sommes tous des adultes. C'est pourquoi je m'attends à ce que ma femme honore le contrat qu'elle a signé comme une adulte. Le contrat de mariage est inique, a-t-il déclaré. Aucune personne raisonnable ne consentirait à de telles conditions. Fiona l'a fait, il y a 8 ans devant des témoins avec son propre avocat présent. Je lui ai souri. Mais j'apprécie ta préoccupation pour le bien-être financier de ma femme, très généreux de ta part,
considérant que tu es marié à quelqu'un d'autre. Fiona a saisi le bras de Bryce. Laisse-moi gérer ça. Elle m'a regardé avec ce que je suis certain qu'elle croyait être son expression la plus persuasive. Chris, je sais que tu es blessé. Je sais que j'ai mal géré ça. Mais exiger 300 000 $? Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. Tu as raison, ai-je répondu. L'homme que tu as épousé était assez naïf pour te faire confiance. C'est l'homme que tu as créé quand tu as décidé de coucher avec ton patron. Je n'ai jamais eu l'intention que ça se passe comme ça. Mais ça s'est passé comme ça. Et maintenant, il y a des conséquences. J'ai reculé et commencé à fermer la porte. Tu devrais probablement contacter ton avocat. J'ai l'intuition que tu vas avoir besoin d'un avocat. Alors que je fermais la porte, j'ai entendu Bryce proclamer « c'est de l'extorsion ». Par la fenêtre, je les ai vus se disputer sur mon porche pendant encore 5 minutes avant qu'ils ne partent finalement. La BMW de Bryce a disparu dans la nuit, emportant ma femme infidèle vers un avenir enveloppé d'incertitude. J'ai terminé mon scotch et je me suis couché, dormant plus profondément que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain matin a annoncé la première salve de ce qui allait dégénérer en une guerre totale. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 SMS, principalement de numéros que je ne reconnaissais pas. De toute évidence, la nouvelle du dîner-théâtre de la veille s'était répandue dans le cercle social de Fiona avec une rapidité remarquable. Les messages allaient de déclarations de soutien du type « Vas-y, Chris » à des accusations hostiles me traitant de monstrueux pour avoir infligé ça à fait. Cependant, le message le plus intrigant provenait d'un numéro inconnu à 3h47 du matin, « Retire la plainte, sinon tu le regretteras ». J'ai transféré le message à Dave, puis j'ai préparé du café et consulté mes emails. Ma boîte de réception débordait de messages d'amis, de collègues et de personnes que je connaissais à peine. Fiona avait indubitablement lancé une campagne sur les réseaux sociaux, se présentant comme la victime d'un ex-mari vindicatif. Sa publication Facebook, qui avait déjà recueilli 200 j'aime et 50 commentaires, disait « Je traverse un divorce difficile. Merci de me garder dans vos pensées alors que je traverse cette période difficile. » Certaines personnes révèlent leur vrai visage quand les choses se compliquent. Restez fort. Nouveau départ. Les commentaires étaient un mélange de soutien à Fiona et de questions concernant les événements réels. Plusieurs personnes avaient partagé la publication, propageant sa version des faits à travers notre réseau social commun. J'étais en train de rédiger ma propre réponse quand ma sonnette retentit. À travers le Judas, j'ai reconnu Pete Morrison, mon ami le plus proche depuis le lycée et le propriétaire du Murphy's Pub en centre-ville. Il tenait un sac de la charcuterie locale et un plateau en carton contenant 2 gobelets de café. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de nourriture, dit Pete alors que j'ouvrais la porte, et de quelqu'un à qui parler qui ne soit pas un avocat. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine, mangeant des bagels et buvant du café pendant que je racontais les événements de la nuit précédente. Pete a écouté sans interruption, hochant parfois la tête ou marmonnant entre ses dents. Alors, si je comprends bien, dit-il quand j'eus fini. Fait trompe depuis des mois avec son patron marié, elle comptait te larguer, et maintenant elle est surprise qu'il y ait des conséquences. C'est à peu près ça. Et ce contrat de mariage te donne réellement des bases légales pour réclamer des dommages et intérêts? 320 000 $, selon mon avocat. Pete siffla doucement. Ton père était vraiment paranoïaque, n'est-ce pas? Paranoïaque et méticuleux. Il a toujours dit que la meilleure défense contre la trahison était de la rendre coûteuse. Mon téléphone sonna. L'identification de l'appelant affichait le bureau de mon avocat. Chris, c'est Robert Kellerman. Nous devons parler. Pouvez-vous venir ce matin? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal, exactement. Mais l'avocat de Fiona a appelé, et il joue dur. Ils affirment que le contrat de mariage est invalide en raison de la contrainte et de l'abus de faiblesse. Ils menacent également de contre-attaquer pour détresse émotionnelle. J'ai jeté un coup d'œil à Pete, qui écoutait attentivement. Ils peuvent faire ça? Ils peuvent essayer, mais j'ai examiné le travail de votre père, et il est solide. Le contrat de mariage a été correctement exécuté, vous aviez tous les deux un conseiller indépendant, et les termes, bien que sévères, ne sont pas légalement abusifs. Pouvez-vous être ici à 10 heures? Après avoir raccroché, Pete remplit nos gobelets de café. Alors, quelle est ta prochaine étape? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Une partie de moi veut juste la laisser partir et passer à autre chose, mais une autre partie de moi est suffisamment en colère pour mener ce combat jusqu'au bout.
Que te dit ton instinct? J'y ai réfléchi un instant. Mon instinct me dit que si je la laisse s'en aller sans conséquence, elle fera la même chose au prochain, et Bryce continuera d'utiliser sa position pour s'en prendre aux employés. Alors tu te bats, même si ça devient moche. Pet sourit. Frère, c'est déjà moche. La question est de savoir si tu vas les laisser rendre la situation moche selon leurs conditions ou les tiennes. Je me préparais à partir pour le bureau de mon avocat quand Dave a appelé. J'ai des informations intéressantes sur ce texto menaçant que tu as transféré, dit-il. Le numéro remonte à un téléphone jetable, mais nous avons extrait les images de vidéosurveillance de l'antenne relais qu'il a pingée. Devine qui était dans cette zone à 3h47 du matin. Surprends-moi. La BMW de Bryce Carraway. La plaque d'immatriculation correspond à l'enregistrement. J'ai senti une colère froide s'installer dans ma poitrine. Alors, il est passé de l'infidélité à l'intimidation? Il semblerait. Je ne peux rien faire d'officiel sans plus de preuves, mais je pensais que tu devais savoir. Merci, Dave. Je t'en dois une. Tu m'en dois une 50aine, mais qui compte? Au bureau de Robert Kellerman, j'ai appris que l'équipe juridique de Fiona était plus agressive que je ne l'avais prévu. Ils avaient déposé une requête pour invalider le contrat de mariage et exiger une médiation immédiate. Ils répandent également des rumeurs sur votre état mental, dit Robert, en faisant glisser un document sur son bureau, affirmant que vous êtes devenu obsédé par la vengeance et que vous proférez des menaces. J'ai lu le dossier, ma colère augmentant à chaque paragraphe. Selon la version des faits de Fiona, j'étais un mari dominateur qui l'avait forcé à signer un contrat de mariage abusif et qui l'utilisait maintenant pour la dépouiller financièrement. C'est une pure fiction, dis-je. Je sais, mais c'est ce sur quoi il mise. Il vous dépeigne comme le méchant et elle comme la victime. Robert se pencha en arrière sur sa chaise. La bonne nouvelle, c'est que nous avons des preuves de son infidélité qui remontent à plusieurs mois. La mauvaise, c'est que l'opinion publique compte dans ces affaires, et ils sont en train de gagner la guerre de l'image. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On combat le feu par le feu. On documente tout, on rassemble plus de preuves, et on se prépare à une longue bataille. Êtes-vous sûr de vouloir vous engager sur cette voie? Ça va devenir coûteux et sale. J'ai repensé aux paroles de Pet, à mon intuition, aux textos menaçants. J'en suis sûr. Alors, mettons-nous au travail. J'ai passé le reste de la journée au bureau de Robert, à examiner les documents financiers et à planifier notre stratégie. Quand je suis parti, il était plus de 18h et j'étais épuisé. Le premier signe que les choses s'aggravaient est apparu lorsque je me suis garé devant chez moi. Quelqu'un avait peint une obscénité à la bombe rouge vive sur ma porte de garage. Je suis resté assis dans ma voiture un instant, à regarder le graffiti, partagé entre la colère et l'incrédulité. J'étais en train de prendre des photos des dégâts quand ma voisine, Madame Chen, est venue de son jardin. J'ai vu qui a fait ça, dit-elle doucement. 2 jeunes femmes, peut-être à la fin de la vingtaine. Elles avaient une caméra avec elles, comme si elles filmaient. Vous les avez reconnues? L'une d'elles m'a semblé familière. Je crois qu'elle est déjà venue chez vous. Cheveux blonds, conduit un SUV blanc. Kim Patterson. J'aurais dû m'en douter. J'ai appelé Dave pour signaler le vandalisme, puis j'ai passé 1 heure à nettoyer la peinture. Elle s'est enlevée plus facilement que je ne l'avais prévu, ce qui suggérait qu'ils avaient utilisé de la peinture lavable. Il s'agissait d'humiliation, pas de dégâts permanents. Mon téléphone a vibré avec une notification de Facebook. Quelqu'un m'avait identifié dans une vidéo. J'ai ouvert l'application et j'ai trouvé un enregistrement de Kim et Tasha en train de peindre ma porte de garage à la bombe, avec Kim qui fournissait des commentaires comme si elle animait une émission de télé-réalité. Voilà ce qui arrive quand on essaie de dépouiller financièrement une femme, disait-elle à la caméra. Chris Dalton pense pouvoir utiliser le contrat de son défunt papa pour voler de l'argent à son ex-femme, mais nous n'allons pas laisser faire ça. La vidéo avait été publiée il y a 2 heures et comptait déjà plus d'une centaine de vues et des dizaines de commentaires. La plupart étaient favorables à Kim et Tasha, me traitant de tous les noms, de crétins cupides à minables pathétiques. J'ai fait une capture d'écran de la vidéo et je l'ai envoyée à Robert. Preuve de méfaits criminels, de harcèlement et de diffamation. Si l'équipe de Fiona voulait jouer sale, je serais ravi de les accommoder. Mais alors que j'étais assis dans mon salon ce soir-là, à regarder la porte de garage nettoyée et à faire défiler les commentaires de plus en plus hostiles sur les réseaux sociaux, j'ai réalisé que ce n'était que le début. Fiona et ses alliés déclaraient la guerre,
et il n'avait pas l'intention de se battre loyalement. Ça me convenait. J'avais appris quelques trucs sur la guerre pendant mon séjour chez les Marines, et la première règle était simple, quand quelqu'un vous déclare la guerre, vous la gagnez. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des plans. Les quelques jours qui ont suivi ont vu une escalade constante des hostilités. La campagne de Fiona sur les réseaux sociaux s'est intensifiée avec des publications quotidiennes sur son ex-mari violent et ses demandes éhontées. Ses amis ont partagé des histoires de plus en plus dramatiques sur mon comportement prétendument dominateur, dont la plupart étaient des inventions complètes. Le point culminant a été atteint lorsque Margaret a publié un long pamphlet sur Facebook affirmant que j'avais terrorisé financièrement sa fille et que j'utilisais des failles juridiques pour voler de l'argent à une femme qui travaille dur. La publication est devenue virale dans notre communauté locale, recueillant plus de 500 partages et 1000 commentaires. Mais le vrai problème n'était pas les réseaux sociaux. C'était l'impact sur mon entreprise. 3 clients ont annulé des contrats après avoir vu les accusations en ligne. Ma réputation dans la communauté informatique soudée de Cleveland en prenait un coup. Vous devez répondre publiquement, a dit Pete lors d'une de nos rencontres habituelles autour d'un café. Les laisser contrôler le récit vous anéantit. Robert dit de rester silencieux et de laisser le processus juridique suivre son cours. Robert n'a pas à vivre dans cette ville une fois le divorce prononcé, vous si. Il avait raison. J'avais suivi les conseils de mon avocat pour éviter les déclarations publiques, mais mon silence était interprété comme un aveu de culpabilité. Il était temps de changer de tactique. Ce soir-là, j'ai rédigé soigneusement une publication Facebook. Je suis resté silencieux alors que de fausses accusations étaient portées contre moi, mais je me sens obligé de rétablir la vérité. J'ai découvert que ma femme avait une liaison avec son patron marié lorsqu'elle a demandé le divorce. J'ai exercé mes droits légaux en vertu d'un contrat de mariage que nous avons tous deux signé. Je ne cherche pas à me venger, je cherche justice pour une trahison. La vérité éclatera au tribunal. J'ai joint des copies du contrat de mariage et des extraits de SMS échangés entre Fiona et Bryce, ainsi qu'une note indiquant que je possédais une documentation exhaustive de leur liaison. La réaction fut à la fois immédiate et spectaculaire. En moins d'une heure, ma publication suscita plus d'engagement que tout ce que j'avais jamais partagé. La section des commentaires se transforma en un véritable champ de bataille, où amis et inconnus choisissaient leur camp. Plus important encore, cependant, le récit commença à évoluer. Des individus qui m'avaient précédemment considéré comme un ex-mari vindicatif commencèrent à remettre en question la version des faits de Fiona. Plusieurs connaissances communes me contactèrent en privé pour m'offrir leur soutien. Le lendemain matin apporta un coup de téléphone furieux de Fiona. « Comment oses-tu publier nos messages privés » hurla-t-elle au téléphone. « Tu essaies de m'humilier. »« J'essaie de me défendre contre tes mensonges » répondis-je calmement. « Si tu préfères que les gens ne sachent pas que tu es infidèle, peut-être devrais-tu t'abstenir de tromper. » Ces messages sont dépourvus de contexte. Vraiment ? Quel contexte rend acceptable la phrase « J'ai tellement hâte de larguer Chris et de commencer notre vraie vie ensemble ?» Elle raccrocha brusquement. 60 minutes plus tard, Bryce téléphona depuis la ligne de son bureau. « Tu dois supprimer cette publication » déclara-t-il sans préambule. « Tu interférences avec mon mariage et mes affaires. Je défends ma réputation, si cela perturbe ta vie. Tu aurais peut-être dû y réfléchir avant d'entamer une relation sexuelle avec ma femme. Cela constitue un mauvais traitement. Je vais demander à mon avocat de te contacter. Je t'en prie. » Mon avocat adore les heures facturables. L'appel qui me surprit vraiment arriva cet après-midi-là de Sylvia Caraway, la femme de Bryce. « Monsieur Dalton, c'est Sylvia Caraway. Je pense que nous devrions nous rencontrer. Nous convenons d'un rendez-vous dans un café discret à Shaker Heights, loin des regards indiscrets. » Sylvia était exactement comme je l'avais imaginé, élégante, bien habillée et manifestement habituée à obtenir ce qu'elle voulait. « Je tenais à vous exprimer ma gratitude » déclara-t-elle après que nous ayons passé nos commandes de café. Je soupçonnais Bryce d'avoir une liaison, mais je n'étais pas en mesure de le prouver. Votre publication Facebook m'a fourni les preuves dont j'avais besoin. Je regrette que vous ayez dû le découvrir de cette manière. Ne le soyez pas. Je suis reconnaissante. J'ai déjà entamé une procédure de divorce, et mon avocat affirme que la preuve d'infidélité sera d'une aide considérable dans le règlement. Elle sourit froidement. Bryce est sur le point de découvrir que moi aussi, je peux me lancer dans le jeu coûteux du divorce. Qu'en est-il de son emploi? J'ai déjà consulté le conseil d'administration de Meridian.
La position de Bryce est pour le moins précaire. Utilisation de fonds de l'entreprise à des fins personnelles, relations sexuelles avec des subordonnés. C'est précisément le genre de scandale qu'il souhaite éviter. J'éprouvais une satisfaction sinistre. L'arrogance de Bryce finissait par le rattraper. Il y a autre chose, poursuivit Sylvia. Je possède des informations concernant Bryce et votre femme qui pourraient vous intéresser, des relevés financiers, des reçus d'hôtel, des preuves d'autres liaisons. Je suis disposé à les partager si cela peut vous aider dans votre affaire. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que je souhaite les voir tous les deux subir les conséquences de leurs actes. Bryce a détruit notre mariage, et votre femme l'a aidé à le faire. Ils méritent toutes les conséquences qu'ils encourront. Nous échangeâmes nos coordonnées, et je quittai le café avec le sentiment d'avoir gagné une puissante alliée. Sylvia Carraway possédait des ressources, des relations et une motivation de vengeance qui reflétaient la mienne. Cependant, la guerre était loin d'être terminée. Ce soir-là, je découvris que quelqu'un avait crevé 2 de mes pneus et rayé ma voiture. Le message était sans ambiguïté. Le camp adverse passait à la vitesse supérieure, au-delà du harcèlement sur les réseaux sociaux. Je téléphonai à Dave pour signaler le vandalisme, puis pris des dispositions pour que ma voiture soit remorquée dans un atelier de réparation. Pendant que j'attendais la dépanneuse, j'observais une berline noire garée de l'autre côté de la rue, avec 2 hommes à l'intérieur. Quand je les regardai droit dans les yeux, la voiture démarra en trombe. « Vous êtes surveillé », déclara Dave à son arrivée pour prendre le rapport. « Une surveillance professionnelle, d'après ce que je vois. » Probablement Bryce. Les hommes riches aiment engager des détectives privés quand ils se sentent menacés. Il me tendit une carte de visite. Appelez cet individu Victor Santos. Sécurité personnelle. C'est un ancien militaire, discret, et il me doit une faveur. Vous pensez que j'ai besoin d'un garde du corps? Je pense que vous avez besoin de quelqu'un qui surveille vos arrières. Cette situation dégénère. Ce soir-là, je rencontrai Victor Santos au Murphy's Pub. C'était un homme imposant, peut-être 1m93 et 115 kg, avec le genre de présence qui incitait les autres à s'écarter. Pete nous servit des bières et se retira discrètement pour nous laisser de l'intimité. Dave indique que vous rencontrez des difficultés avec un gosse de riche et sa petite amie, déclara Victor. Je lui exposai la situation, y compris la surveillance et l'escalade du harcèlement. Tactique d'intimidation classique, remarqua Victor. Ils essaient de vous faire reculer. La question est, comptez-vous le faire? Non. Bien. Parce que si c'était le cas, je vous conseillerais de prendre l'argent et de fuir. Mais si vous êtes résolu à mener ce combat, je peux vous aider à le gagner. Qu'avez-vous en tête? Victor sourit, et ce n'était pas une expression agréable. Les personnes riches détestent plus que tout être mises dans l'embarras. Elles ont l'habitude de s'acheter une sortie de crise discrètement. Mais si vous rendez leurs problèmes publics, si vous les rendez coûteux, si vous les rendez humiliants, elles cèdent rapidement. Je vous écoute. Premièrement, nous documentons tout ce qu'ils font, chaque menace, chaque acte de maltraitance, chaque surveillance illégale. Ensuite, nous inversons les rôles, en les faisant réagir au lieu d'agir. Comment? Laissez-moi faire. Mais j'aurai besoin de votre permission pour faire preuve de créativité. Je repensais aux pneus crevés, aux messages de menaces, à l'attaque coordonnée sur les réseaux sociaux. Il m'avait déclaré la guerre, et il ne se battait pas loyalement. Faites-le, dis-je. Le sourire de Victor s'élargit. Ça va être amusant. Le lendemain matin, je me réveillai en découvrant mes poubelles renversées et des ordures éparpillées dans ma cour. Cependant, lorsque je sortis pour nettoyer le désordre, je découvris que Victor était déjà passé par là. Il avait ramassé chaque déchet et l'avait disposé en pile ordonnée avec des photographies documentant le vandalisme. Les caméras de sécurité sont mises en service aujourd'hui, dit-il, surgissant de derrière mon garage. Détecteur de mouvement, vision nocturne, tout le nécessaire. Quiconque s'approche de votre propriété en sera conscient. Et l'équipe de surveillance? Réglée. C'est incroyable de voir à quel point les détectives privés sont mal à l'aise quand quelqu'un commence à les suivre. Au cours des jours suivants, les tentatives de maltraitance se poursuivirent, mais devinrent de plus en plus inefficaces. Chaque acte de vandalisme fut documenté. Chaque message de menace fut tracé. Chaque tentative d'intimidation fut contrée. Plus important encore,
Victor lança sa propre campagne de guerre psychologique. Bryce commença à recevoir des colis à son bureau, des documents juridiques concernant les lois sur l'infidélité, des brochures sur la maltraitance sexuelle, des fleurs accompagnées de cartes de condoléances exprimant de la sympathie pour son mariage en déclin. La campagne de maltraitance de Fiona faiblit à mesure que ses alliés commencèrent à s'inquiéter des conséquences juridiques. Kim et Tasha cessèrent de publier des vidéos après avoir reçu des mises en demeure. Les diatribes de Margaret sur Facebook devinrent moins fréquentes après que Victor eut organisé des piquets de grève devant son country club avec des pancartes portant l'inscription « Soutien aux briseurs de foyer ». Le tournant se produisit 2 semaines plus tard. Je dînais au Murphy's Pub lorsque Pete s'approcha avec une expression sombre. « Il faut que tu vois ça », dit-il en me tendant son téléphone. Le site d'information locale publiait un article sur la démission de Bryce Carraway de Meridian Financial. Selon l'article, il démissionnait pour poursuivre d'autres opportunités, mais la véritable raison était enfouie dans le dernier paragraphe. Une enquête interne avait mis au jour des preuves de violation de la politique de l'entreprise, notamment le détournement de fonds de l'entreprise et des relations inappropriées avec des employés. Le travail de Sylvia, demanda Pete. Probablement, dit-elle. Le conseil d'administration enquêtait. Mon téléphone vibra avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Il faut qu'on parle. Je montrai le message à Pete. Tu crois que c'est un piège? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Je répondis par SMS, au bureau de mon avocat demain à 14 h. Sa réponse arriva immédiatement, très bien. La guerre était sur le point d'entrer dans sa phase finale. Fiona arriva au cabinet de Robert Kellerman sans ressembler à la femme confiante qui avait dénoncé ses projets de divorce au chez Laurent 3 semaines plus tôt. Ses vêtements de marque ne pouvaient dissimuler les rides de stress autour de ses yeux ni la façon dont ses mains tremblaient lorsqu'elle attrapa sa tasse de café. Elle était accompagnée d'une nouvelle avocate, une femme au visage acéré nommée Patricia Vance, qui avait la réputation d'utiliser des tactiques agressives et de facturer des honoraires exorbitants. Bryce était remarquablement absent. Ma cliente est disposée à discuter d'un règlement, commença Patricia sans préambule. Compte tenu des circonstances, nous pensons qu'un compromis est dans l'intérêt de tous. Quelles circonstances? Demanda Robert. La situation professionnelle de M. Carraway a changé, dit Patricia avec précaution. Cela a affecté la situation financière de ma cliente et sa capacité à répondre aux exigences de l'accord prénuptial. J'ai failli rire. Elles admettaient que le plan de Fiona avait été d'utiliser l'argent de Bryce pour me payer, et maintenant qu'il était au chômage, elle n'en avait plus les moyens. Quel type de règlement proposez-vous? Demanda Robert. Patricia fit glisser un document sur la table. 50 000 $, versés sur 2 ans, en échange de la renonciation par M. Dalton à toutes les créances au titre de l'accord prénuptial. Je regardai la proposition, puis Fiona. Elle fixait ses mains, incapable de croiser mon regard. Contre-offre, dis-je. La totalité du montant spécifié dans l'accord prénuptial, payé selon les modalités d'origine. C'est impossible, dit Fiona, prenant la parole pour la première fois. Chris, sois raisonnable. Je ne possède pas ce genre d'argent. Tu aurais dû y songer avant de décider de tricher. J'ai commis une erreur. Tout le monde commet des erreurs. Les erreurs ont des conséquences. Vous avez signé un contrat qui énonce précisément quelles seraient ces conséquences. Patricia se pencha en avant. Maître Kellerman, ma cliente a perdu son emploi à cause de la campagne de harcèlement que vous avez menée contre son employeur. Elle est confrontée à l'ostracisme social, à la ruine financière et à la détresse émotionnelle. Continuer à poursuivre cette plainte serait de la vengeance pure. Votre cliente a perdu son emploi parce qu'elle couchait avec son patron marié et l'aidait à détourner des fonds de l'entreprise, répondit Robert d'un ton égal. Et le seul harcèlement dont j'ai connaissance a été dirigé contre mon client. Nous possédons des preuves documentées des attaques de M. Dalton sur les réseaux sociaux, de sa divulgation non autorisée de communication privée et de sa collusion avec Mme Carraway dans le but de détruire la réputation de ma cliente. Nous avons des preuves d'infidélité, de complot, de vandalisme et d'intimidation, rétorqua Robert. Voudriez-vous comparer nos preuves? La réunion dégénéra rapidement à partir de ce moment. Patricia présenta des propositions de plus en plus désespérées, que Robert rejeta calmement à chaque fois. Fiona garda le silence, semblant souhaiter se volatiliser. Finalement, Patricia rassembla ses papiers. Nous nous reverrons au tribunal, maître Kellerman. Ma cliente ne sera pas soumise à un racket. J'attends ça avec impatience,
répondit Robert. Après leur départ, Robert se tourna vers moi. Elles sont financièrement ruinées. Bryce avait probablement promis de couvrir votre dédommagement, mais maintenant qu'il est au chômage et empêtré dans son propre divorce coûteux, il est incapable de fournir de l'aide. Alors, que se passe-t-il maintenant, demandai-je. Maintenant, nous allons au tribunal et obtenons un jugement. Ensuite, nous entamerons la saisie des biens à sa voiture, ses bijoux, sa part de toute propriété. Ce ne sera peut-être pas la totalité de la somme immédiatement, mais nous finirons par la récupérer. Je quittai le cabinet d'avocat avec un étrange sentiment de vide. J'avais gagné, mais cela ressemblait plus à une simple survie qu'à un véritable triomphe. La vie de Fiona s'effondrait, mais sa ruine ne me procurait aucune satisfaction. Ce soir-là, je me détendais sur ma véranda lorsque Dave arriva, muni d'un pack de 6 bières. J'ai entendu parler de la réunion. Ça ne s'est pas bien passé, remarqua-t-il en s'installant dans la chaise à côté de moi. Cela dépend du point de vue. D'un point de vue juridique, c'était parfait. Et d'un point de vue humain? Je réfléchis un instant. Je l'ai aimé, Dave. 8 ans de mariage, et je croyais sincèrement que nous vieillirions ensemble. La voir dans cet état n'est pas gratifiant, c'est simplement décourageant. As-tu des remords? Concernant le divorce? Non. Concernant l'argent, peut-être. Dave ouvrit 2 bières et m'en tendit une. Te souviens-tu de ce que disait papa des brutes? Notre père était décédé quand j'avais 25 ans, mais ses enseignements étaient restés gravés en nous deux. Qu'il ne faut pas les laisser gagner, sinon ils continueront à victimiser les autres. Exactement. Faye et Bryce croyaient pouvoir dévaster ta vie sans conséquence. Si tu leur permets d'échapper à leurs responsabilités, ils commettront des actes similaires sur la prochaine personne. Bryce est déjà ruiné. Il a perdu son emploi, sa femme, sa réputation. Et Faye? Je n'avais pas de réponse à cela. Le lendemain matin apporta une nouvelle qui changea tout. Victor me contacta à 7 heures du matin, sa voix sombre. Allume la chaîne 5, me dit-il. Je pris la télécommande et zappai sur l'émission matinale locale. Le reportage principal me glaça le sang. Une femme de Cleveland a été découverte morte dans son appartement du centre-ville la nuit dernière, dans ce que la police qualifie de suicide apparent. Le présentateur annonça, Kim Patterson, 34 ans, a été découverte par son propriétaire après que des voisins ont signalé une perturbation. Patterson avait récemment été impliqué dans une affaire de divorce très médiatisée qui avait suscité beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux. Le reportage se poursuivit avec des détails concernant l'implication de Kim dans ma situation, la campagne de harcèlement et les difficultés juridiques auxquelles elle avait été confrontée. Il la dépeignait comme une victime de cyberintimidation qui avait été poussée au désespoir. J'éteignis la télévision et restai assis en silence, abasourdi. Kim était morte. Kim, cette femme agaçante, bavarde et vengeresse, qui avait tagué mon garage et créé des vidéos me ridiculisant sur les réseaux sociaux. Elle était partie, et selon les informations, c'était en quelque sorte de ma faute. Mon téléphone commença à sonner sans cesse. Des journalistes, des amis, des inconnus qui avaient obtenu mon numéro. Je laissai d'une manière ou d'une autre tous les appels aboutir à la messagerie vocale. La sonnette retentit vers midi. À travers le Judas, j'aperçus Fiona, seule sur mon porche, le visage maculé de larmes. J'ouvris la porte, mais ne l'invitai pas à entrer. « As-tu vu les nouvelles ?» demanda-t-elle. « Oui. Kim est morte, Chris. Elle s'est donnée la mort à cause de ce que tu nous as fait. » « Ce que j'ai fait ? Je me suis défendu contre des mauvais traitements et du vandalisme. Kim a fait ses propres choix. Tu as détruit sa vie. Tu l'as fait arrêter, tu l'as attaqué en justice, tu en as fait une paria dans sa propre communauté. Elle a commis des délits, Faye. Je les ai documentés et j'ai porté plainte. C'est ainsi que fonctionne le système juridique. Fiona se rapprocha, sa douleur se transformant en rage. Tu aurais pu être au-dessus de tout ça. Tu aurais pu t'en aller. Mais tu as eu besoin de te venger, n'est-ce pas? Tu as eu besoin de faire payer tout le monde. Je n'ai forcé personne à faire quoi que ce soit. Vous avez choisi de tricher. Kim a choisi de me maltraiter. Bryce a choisi de détourner des fonds de l'entreprise. Je me suis simplement refusé à être une victime. Et maintenant Kim est morte. Et c'est tragique. Mais ce n'est pas de ma faute. Fiona me fixa longuement,
son expression passant de la colère au chagrin, puis à quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance. « Je ne sais plus qui tu es, dit-elle enfin. Je suis la même personne que j'ai toujours été. Tu n'as juste jamais pris la peine de vraiment me connaître. » Elle se retourna et partit sans un mot de plus. Je la regardai monter dans sa voiture et s'éloigner, probablement pour la dernière fois. L'attention médiatique suscitée par la mort de Kim a attiré une surveillance indésirable sur mon affaire. Des journalistes campaient devant chez moi. Les voisins m'évitaient, et mes clients restants s'inquiétaient de cette association. Cependant, cela a aussi apporté quelque chose d'inattendu, le soutien d'autres personnes qui avaient été victimes d'infidélité et de mauvais traitements. J'ai reçu des centaines de mails et de lettres d'hommes et de femmes qui avaient été trompés, à qui on avait menti et qui avaient été publiquement humiliés par des conjoints infidèles. « Merci de vous être battu », disait une lettre. Mon ex-mari a détruit notre mariage et a tenté de ruiner ma réputation, mais j'avais trop peur de lui tenir tête. Voir votre courage me donne de l'espoir, écrivait une autre. L'idée du contrat de mariage est brillante. Je demande à mon avocat de rédiger quelque chose de similaire avant le mariage de ma fille. J'ai réalisé que mon combat était devenu plus qu'une simple question d'argent ou de vengeance. Il était devenu un symbole du refus d'être victime, de l'exigence de conséquences pour la trahison. L'audience au tribunal était prévue pour le lundi suivant. Robert était confiant quant à notre victoire, mais l'attention médiatique avait compliqué les choses. Le juge va être soumis à une pression considérable, m'a-t-il averti. Le décès de Kim a modifié la donne. Ils vont essayer de te dépeindre comme une brute vindicative qui a poussé une femme au suicide. Peuvent-ils faire ça? Légalement, non. Mais ils peuvent essayer d'influencer l'opinion publique et d'exercer une pression sur le tribunal. Nous devons être prêts à tout. Le dimanche soir, j'étais assis dans mon salon à feuilleter de vieux albums photos. Des photos de Fiona et moi le jour de notre mariage, des vacances que nous avions prises, des fêtes de famille. 8 années de souvenirs qui ressemblaient maintenant à des artefacts de la vie de quelqu'un d'autre. J'ai découvert une photo de notre 2e anniversaire, nous étions tous les deux en train de rire d'une blague dont je ne me souvenais pas. Fiona avait l'air sincèrement heureuse, et moi aussi. Tout avait-il été fabriqué? Ou avions-nous été vraiment heureux autrefois? Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Bonne chance demain. Tu mérites justice. SC, Sylvia Caraway. Même l'ex-femme de Bryce me soutenait. Je rangeais les albums photos et me couchais tôt. Le lendemain déterminerait si le contrat soigneusement élaboré par mon père tiendrait devant le tribunal, si la justice triompherait de la sympathie du public, si le fait de m'être défendu en valait la peine. Alors que je m'endormais, je pensais à Kim Patterson et ressentis une pointe de sincère tristesse. Elle avait fait des choix terribles et en avait payé le prix ultime, mais son décès ne changeait pas la vérité fondamentale de ma situation. J'avais été trahi, et je méritais une compensation pour cette trahison. Le lendemain, un juge déciderait si j'avais raison. Le palais de justice était encerclé par des manifestants lorsque je suis arrivé lundi matin. Des pancartes portant les inscriptions « Justice pour Kim » et « Halte au harcèlement des victimes » rivalisaient avec d'autres proclamant « Les tricheurs doivent payer » et « Honorer les contrats de mariage ». La frénésie médiatique avait transformé mon divorce en un référendum public sur l'infidélité, la vengeance et la responsabilité personnelle. Victor m'a escorté à travers la foule, sa présence imposante dissuadant les manifestants les plus agressifs. Les flashs des appareils photo crépitaient et les journalistes criaient des questions, mais j'ai gardé la tête baissée et la bouche fermée jusqu'à ce que nous atteignions les marches du palais de justice. « Monsieur Dalton », cria un journaliste, « vous sentez-vous responsable de la mort de Kim Patterson ?» Je m'arrêtai et me tournai pour faire face aux caméras. Robert m'avait conseillé de garder le silence, mais je me sentais obligé de répondre. Le décès de Kim Patterson est une tragédie, déclarai-je clairement. Mais je n'accepterai pas la responsabilité des choix que d'autres ont faits. J'ai été victime d'infidélité et de mauvais traitements. J'ai utilisé des moyens légaux pour me défendre. Ce n'est pas de l'intimidation. C'est la justice. À l'intérieur de la salle d'audience, j'ai été surpris par le nombre de spectateurs. La galerie était bondée de journalistes, d'amis, de membres de la famille et d'observateurs curieux. Fiona était assise au premier rang avec sa mère et Tasha, toutes les trois vêtues de noir comme si elles assistaient à un enterrement. La juge Patricia Morrison était une femme d'une 50aine d'années au visage sévère, réputée pour ses jugements sans concession. Elle a ouvert la séance et a immédiatement abordé l'attention médiatique.
Il s'agit d'une procédure civile visant à déterminer la validité et la force exécutoire d'un contrat de mariage, a-t-elle déclaré avec fermeté. Il ne s'agit pas d'un procès sur le caractère de quiconque, et ce n'est pas une tribune publique pour des commentaires sociaux. Je ne tolérerai aucune perturbation, éclat de voix ou exhibition de la part de qui que ce soit dans cette salle d'audience. La nouvelle avocate de Fiona, Patricia Vance, a commencé par un plaidoyer émotionnel sur les contrats abusifs et l'application vindicative. Elle m'a dépeint comme un mari dominateur qui avait forcé sa femme à signer un accord injuste et qui l'utilisait maintenant pour la ruiner financièrement. Votre honneur, la défendresse a signé ce contrat de mariage sous la contrainte, sans en comprendre pleinement les implications, a plaidé Vance. La clause de compensation est punitive et excessive, conçue non pas pour protéger les actifs, mais pour punir un comportement. Aucune personne raisonnable n'accepterait de telles conditions. Elle a passé 20 minutes à détailler les difficultés financières de Fiona, sa perte d'emploi et la campagne de mauvais traitement qui aurait conduit Kim Patterson au suicide. C'était une performance magistrale qui a suscité la sympathie de plusieurs spectateurs. La réfutation de Robert était à la fois méthodique et dévastatrice. Votre honneur, a-t-il commencé, la défendresse avait 36 ans lorsqu'elle a signé cet accord. Il a poursuivi, elle était diplômée de l'université, titulaire d'un diplôme en commerce et avait accumulé plusieurs années d'expérience en entreprise. Elle était représentée par un avocat indépendant, qui l'a pleinement informée de ses droits, et elle avait 15 jours pour examiner attentivement le document avant d'y apposer sa signature. Robert a ensuite présenté des preuves irréfutables du long processus de négociation, qui comprenait un échange substantiel de courriels entre les avocats respectifs et de nombreuses versions du contrat lui-même. Fiona, a-t-il affirmé, n'a pas simplement signé le contrat de mariage, elle a activement participé à l'élaboration de ces termes précis. La défendresse affirme maintenant qu'elle n'a pas compris la clause de compensation, a poursuivi Robert, mais le dossier démontre sans équivoque que son avocat l'a spécifiquement explicité. En effet, la défendresse elle-même a demandé que la clause soit rendue réciproque, s'appliquant également aux deux parties contractantes. Elle désirait la même protection contre l'infidélité qu'elle proclame aujourd'hui être abusive. Cette révélation a provoqué une agitation palpable dans la salle d'audience. Fiona, il s'est avéré, avait insisté sur l'inclusion de la clause même qu'elle contestait actuellement. Robert a ensuite présenté des preuves accablantes, notamment des messages textes, des reçus d'hôtel, des témoignages et des registres financiers méticuleusement documentés, qui démontraient tous que Bryce avait détourné des fonds de l'entreprise pour financer leur liaison clandestine. La documentation présentée était écrasante et irréfutable. La défendresse n'a pas commis une simple erreur, votre honneur, a affirmé Robert. Elle a pris la décision calculée de violer à la fois ses vœux matrimoniaux et ses obligations contractuelles. La clause de compensation existe dans le but exprès de traiter précisément ce type de situation. Vance a tenté de contrer avec des témoignages relatifs à ma prétendue campagne de mauvais traitement, mais Robert a systématiquement démantelé chaque allégation. Les publications sur les médias sociaux, a-t-il argumenté, n'étaient que des réponses factuelles à des accusations manifestement fausses. La coordination avec Sylvia Caraway constituait un partage d'informations légitimes entre des personnes ayant subi la même infidélité. La documentation des prétendus mauvais traitements, a poursuivi Robert, était, en réalité, la collecte de preuves pour des procédures judiciaires légitimes. Monsieur Dalton, a-t-il conclu, n'a maltraité personne. Il s'est défendu contre une campagne concertée de diffamation et d'intimidation. La disparition tragique de Kim Patterson, bien qu'indéniablement regrettable, a résulté directement de ses propres actions criminelles et des conséquences juridiques qui en ont découlé. Le moment le plus percutant s'est produit lorsque Robert m'a appelé à la barre. J'appréhendais ce moment, mais alors que je prenais place sur le siège des témoins et que je scrutais la salle d'audience bondée, un calme inattendu s'est emparé de moi. Monsieur Dalton, a demandé Robert, avez-vous contraint votre femme à signer le contrat de mariage? Non, ai-je répondu. Nous étions tous les deux d'accord sur le fait que c'était une mesure prudente pour protéger nos actifs individuels respectifs. L'avez-vous déjà menacé ou forcé de quelque manière que ce soit concernant l'accord, a-t-il poursuivi. Jamais, ai-je affirmé. Son avocat était présent à toutes les discussions, et elle a eu amplement l'occasion de négocier ses termes. Quand avez-vous pris conscience pour la première fois de la liaison de votre femme, demanda alors Robert. J'ai raconté l'histoire de l'écoute clandestine de ses amis au club de lecture, de la découverte des messages textes, et de la réalisation de l'ampleur de la tromperie. Ma voix est restée stable tout au long de mon témoignage, et j'ai remarqué plusieurs jurés hocher la tête par compassion. Monsieur Dalton, continua Robert,
certaines personnes ont qualifié votre application de cet accord de vindicative. Comment répondez-vous à cela? J'ai regardé directement Fiona, qui fixait intensément ses mains. Votre honneur, dis-je, j'ai chéri ma femme pendant 8 ans. Je lui ai fait implicitement confiance, j'ai soutenu ses aspirations de carrière, et je me suis efforcé d'être un bon mari. Quand j'ai découvert qu'elle me trompait depuis 4 mois, qu'elle complotait de me quitter pour un autre homme, et qu'elle conspirait avec ses amis pour m'humilier publiquement, j'ai eu l'impression que toute ma vie avait été une mascarade. Ma voix s'est légèrement brisée, et je me suis arrêté brièvement pour reprendre mes esprits. L'accord prénuptial n'était pas une question de vengeance, il s'agissait de conséquences. Les actions ont des conséquences, et la trahison doit avoir un prix important. Si cela fait de moi un homme vindicatif, alors j'accepte volontiers cette étiquette. Le contre-interrogatoire de Vance a été agressif mais finalement inefficace. Elle a tenté de me dépeindre comme consumé par une soif de vengeance, mais je suis resté calme et concentré sur les faits. Elle a ensuite tenté de me faire porter la responsabilité de la mort de Kim, mais les objections de Robert ont été systématiquement accueillies favorablement. Le moment le plus dramatique s'est produit lorsque Vance a appelé Fiona à témoigner. Elle s'est approchée de la barre, paraissant fragile et contrite, espérant clairement susciter la sympathie du jury. « Madame Dalton, regrettez-vous votre liaison ?» demanda Vance. « Chaque jour » répondit Fiona, les larmes ruisselant sur son visage. « J'ai commis une erreur grave qui a causé de la douleur à tous ceux que j'aimais. Je n'ai jamais eu l'intention que les choses dégénèrent à ce point. Croyez-vous que la clause de compensation est juste ?» insista Vance. « Non » répondit Fiona. « Elle est conçue pour me ruiner financièrement. Chris est pleinement conscient que je n'ai pas les moyens de payer cette somme exorbitante. » Cependant, le contre-interrogatoire ultérieur de Robert a révélé la nature calculée de ses larmes. « Madame Dalton, lorsque vous avez entamé votre liaison avec Monsieur Carraway, aviez-vous l'intention de divorcer de votre mari ?» demanda Robert. Fiona hésita. « Finalement, oui » concéda-t-elle. « Et vous avez discuté de l'utilisation de la richesse considérable de Monsieur Carraway pour couvrir tout règlement potentiel avec votre mari, n'est-ce pas ?» insista Robert. « Nous en avons parlé » admit Fiona. « En fait, vous avez assuré à Monsieur Carraway que l'accord prénuptial ne poserait aucun obstacle, car il pouvait facilement se permettre d'en satisfaire les conditions. »« C'est exact » répondit Fiona, sa contenance commençant à s'effondrer. « Ce n'est pas, je veux dire, vous n'avez commencé à considérer la clause de compensation comme injuste que lorsque Monsieur Carraway a perdu son emploi et n'était plus en mesure de vous aider à la payer. N'est-ce pas la vérité, Madame Dalton ?» exigea Robert. « Ce n'est pas juste » rétorqua Fiona. « Répondez à la question, Madame Dalton » insista Robert. « Oui » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Le silence se fit dans la salle d'audience alors que toutes les implications de son aveu prenaient forme. Fiona était parfaitement disposée à faire appliquer l'accord prénuptial tant qu'elle croyait que quelqu'un d'autre en assumerait la charge financière. Elle ne l'a jugé inadmissible que lorsque l'obligation de payer lui est retombée directement dessus. La juge Morrison a suspendu l'audience pour le déjeuner, et j'ai passé la pause dans une salle de conférence avec Robert et Victor. L'ambiance était prudemment optimiste. Elle a effectivement détruit sa propre crédibilité là-haut, observa Robert. Admettre qu'elle avait l'intention d'utiliser l'argent de Bryce pour vous rembourser était dévastateur. Qu'en est-il de l'affaire Kim Patterson, demandai-je. La juge a complètement bloqué cela. Ce n'est tout simplement pas pertinent pour le litige contractuel, et Vance en est parfaitement consciente. Lorsque l'audience a repris, les deux parties ont présenté des plaidoiries de clôture concises. Vance a prononcé un dernier plaidoyer émotionnel concernant une punition excessive et la responsabilité sociale. Robert, en revanche, s'en est tenu strictement aux droits applicables et aux faits établis. La juge Morrison s'est retirée dans son cabinet pendant une période de 2 heures. À son retour, la salle d'audience était pleine à craquer. Cette affaire a suscité une attention et une émotion considérables du public, commença-t-elle. Cependant, ma décision doit être fondée sur la loi, et non sur la sympathie ou les pressions sociétales. Elle a ensuite passé en revue les éléments fondamentaux du droit des contrats, les normes établies en matière de caractère abusif, et les preuves présentées de rupture de contrat. La défenderesse soutient que la clause de compensation est abusive et donc inapplicable. Toutefois, les preuves démontrent clairement qu'elle était une partie avisée, représentée par un avocat indépendant, qui a activement participé à la négociation de cet accord même. Les termes, bien qu'indéniablement substantiels,
ne sont pas si extrêmes qu'ils choquent la conscience du tribunal. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. La défenderesse soutient en outre que l'application serait vengeresse et excessive. Cependant, le but de cette clause est explicitement énoncé dans l'accord lui-même, fournir une compensation pour la violation des obligations conjugales et servir de dissuasion à l'infidélité. Le demandeur a prouvé, par des preuves claires et convaincantes, que la défenderesse s'est livrée à l'infidélité sur une période prolongée. La juge Morrison a alors regardé Fiona directement. Le propre témoignage de la défenderesse a révélé qu'elle considérait cette clause comme exécutoire lorsqu'elle pensait qu'une autre partie serait responsable de son paiement. Sa revendication actuelle d'iniquité semble être fondée sur sa situation financière modifiée, plutôt que sur une injustice inhérente à l'accord lui-même. La juge fit une pause, et la salle d'audience retint son souffle collectivement. Par conséquent, déclara-t-elle, ce tribunal juge l'accord prénuptial valide et pleinement exécutoire. La défenderesse est par la présente condamnée à verser au demandeur une compensation d'un montant de 320 000 $, plus les frais de justice et les honoraires d'avocat, conformément aux termes spécifiquement définis dans l'accord. La salle d'audience a éclaté dans une cacophonie de sons. Fiona s'est effondrée en sanglots incontrôlables, tandis que sa mère et Tasha se sont précipités pour la réconforter. Les journalistes se sont précipités vers les sorties, désireux de déposer leurs reportages respectifs. Les manifestants à l'extérieur ont commencé à scander des slogans concurrents, reflétant la nature conflictuelle de l'affaire. Je suis resté assis dans un silence stupéfait, n'éprouvant ni triomphe ni satisfaction. J'avais gagné, mais la victoire semblait creuse et dénuée de sens. Kim Patterson était toujours décédé. La vie de Fiona restait irrémédiablement endommagée. Bryce était toujours au chômage et divorcé. Mais la justice, dans un sens abstrait, avait été rendue. Les actions avaient des conséquences. La trahison avait un prix élevé. Alors que nous sortions du palais de justice, un journaliste a crié une dernière question, « Monsieur Dalton, cela en valait-il la peine ?» Je me suis arrêté et j'ai examiné la question avec le plus grand sérieux. 8 ans de mariage détruits, des amitiés irrémédiablement endommagées, une femme morte, une communauté divisée, tout cela pour de l'argent dont je n'avais pas vraiment besoin et une vengeance qui n'apportait aucune satisfaction réelle. Reposez-moi la question dans 10 ans, répondis-je finalement. Victor m'a ramené chez moi en voiture à travers des rues bondées de manifestants et de fourgons de presse. Ma maison avait l'air comme toujours, mais tout me semblait profondément différent. J'étais maintenant un homme célibataire, légalement et financièrement justifié, mais émotionnellement épuisé et vidé. Ce soir-là, je me suis assis sur ma véranda arrière avec un verre de scotch, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des nuances vibrantes d'or et de carmin. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des demandes d'interview, des messages de félicitations de supporters et des déclarations menaçantes des alliés de Fiona. Dave est passé vers 8 heures, apportant un pack de 6 bières et affichant un sourire satisfait. « Alors, qu'est-ce que ça fait d'être le divorcé le plus célèbre de Cleveland ?» demanda-t-il. « Bizarre. Cher. Compliqué, ai-je répondu. « Des regrets ?» insista-t-il. J'ai contemplé cette question pendant un long moment. Je regrette que l'on en soit arrivé là, dis-je. Je regrette que Kim ait senti que l'autodestruction était sa seule option viable. Je regrette que 8 ans de mariage aient abouti à une amère bataille judiciaire. Mais, continuai-je. Mais je ne regrette pas de m'être défendu. Si j'avais permis à Fiona de s'en aller sans subir de conséquences, elle aurait appris que la trahison est gratuite. Bryce aurait appris qu'il pouvait détruire des mariages en toute impunité. Les prochaines victimes pourraient ne pas être aussi préparées ou aussi capables de se défendre. Dave ouvrit 2 bières et m'en tendit une. Papa serait fier, dit-il. Tu crois, demandai-je. Bien sûr que oui, répondit-il. Il a toujours soutenu que la loi existait pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Tu t'es protégé, et tu as établi un précédent qui pourrait bien protéger le prochain individu sans méfiance. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, buvant notre bière et regardant les étoiles commencer à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Demain apporterait sans aucun doute de nouveaux défis. Obtenir le jugement, rétablir ma position et contempler l'avenir occupaient mes pensées. Cependant, ce soir, je me trouvais confortablement assis sur ma véranda, financièrement stable et éthiquement justifié, observant la progression du monde indépendamment de mon implication. Fiona aspirait à échanger sa situation contre une existence supérieure. Au lieu de cela, elle a découvert que certaines transactions entraînent un coût au-delà de sa capacité à supporter. De plus,
j'avais fini par comprendre que parfois, la rétribution la plus efficace transcende la simple vengeance. Elle consiste à obtenir tout ce qui nous est légitimement dû, augmenter des intérêts. La clause de compensation avait fonctionné exactement comme mon père l'avait envisagé. Elle rendait la trahison coûteuse, ses ramifications tangibles, et la justice atteignable. En fin de compte, cela avait une valeur qui surpassait toute somme d'argent.